Alors, est-ce que vous voyez tous bien mon écran? C'est bon? Oui, tout à fait, je pense. D'accord, très bien. Donc, je vais commencer. Donc, Sophie Blanqui, donc, je suis infectiologue à l'hôpital du Mans et je suis la responsable du centre des compétences des maladies vectorielles liées aux tiques de l'hôpital du Mans. Et donc, je vais vous parler donc, des érythèmes migrants et vous présenter les formes typiques d'érythèmes migrants et atypiques. Donc, tout d'abord, je voulais reprendre quelques généralités sur la maladie de Lyme. Donc, vous savez, c'est une borréliose, donc c'est une maladie vectorielle qui est liée aux tiques. Et la tique qui est responsable de la transmission en France, c'est Ixodes ricinus. Donc, juste pour vous montrer, donc sur la gauche de la diaporama en bas, vous avez donc une photo d'une tique Ixodes ricinus, une femelle, juste pour vous apprendre peut-être un petit peu à reconnaître cette tique. Certains patients peuvent les emmener ou les avoir pris en photo lors des consultations. Donc, c'est une tique, c'est un arthropode, donc ça a 4 paires de pattes. Et les Ixodes ricinus, ça fait partie de la famille des tiques dures. Elles sont caractérisées donc, par une tête qu'on appelle un capitulatum qui est en position antérieure et elle a une partie dure qu'on appelle chitinisée au niveau en fait, du scutum chez la femelle ici. Et vous voyez sur la photo juste à côté, donc en haut, une femelle qui n'a pas mangé et une femelle qui est gorgée juste en bas. Donc, elle fait augmenter en fait de taille sa partie non chitinisée de son corps. Voilà. Donc, sur la carte juste à côté, qui est une carte de l'ECDC, vous voyez que Ixodes ricinus est présente dans toute la France. Et c'est plutôt une tique qui est sensible donc, à la sécheresse, à la dessiccation. Et donc, elle vit dans des habitats plutôt humides, type forêt, prairie. Et les nymphes et les adultes, en fait, attendent leur hôte pour manger sur des herbes et peuvent redescendre régulièrement donc, dans leur litière au niveau de la forêt et des prairies. Il y a à peu près 5 à 20% des tiques qui sont infectées en France. Donc, la maladie de Lyme, c'est dû à une bactérie qui est une Borrelia. Il y a 5 espèces responsables de cette maladie présente en Europe qui sont citées là sur cette diapositive. Ce qui concerne la physiopathologie de l'érythème migrant, donc toutes les espèces de Borrelia qui étaient citées précédemment peuvent être responsables d'érythème migrant. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il faut un temps d'attachement d'au moins 24 heures pour transmettre la Borrelia. Donc, juste déjà, je voulais reprendre donc, en bas à gauche de cette diapositive, vous avez le cycle un petit peu des tiques. Et vous pouvez voir donc, que Ixodes ricinus, c'est une tique qui est triphasique, c'est-à-dire qu'elle a 3 phases, une larve, la nymphe et les adultes, et que chaque stade est séparé par un repas sanguin. Et ces tiques-là prennent des repas sanguins sur 3 hôtes différents. Et en fait, souvent, ce sont les larves qui s'infectent par les Borrelia en mangeant, en fait, en prenant leur repas sanguin sur des petits mammifères ou des oiseaux. Et ensuite, il va y avoir une transmission de la Borrelia entre le stade de larve et de nymphe. Et l'homme va pouvoir être contaminé par la Borrelia lors d'une piqûre par une nymphe ou un adulte. Après avoir été contaminé, les larves, en fait, la Borrelia va se localiser dans l'appareil digestif de la tique. Et pour avoir une migration de la Borrelia vers les glandes salivaires, ce phénomène va être déclenché lors d'un repas sanguin. La Borrelia va ensuite être transmise à l'homme par la salive de la tique. Donc, il faut un temps d'attachement d'au moins 24 heures parce que vous pouvez voir donc, sur la photo qui est sur la droite que la tique va se fixer en fait dans la peau par l'hypostome. Donc, en fait, ça va favoriser la transmission des Borrelia. Donc, en fait, la tique va pénétrer dans la peau par l'hypostome. Et vous voyez, c'est un genre de petite scie qui va permettre une fixation assez forte de la tique. Et en plus, elle va produire une substance qui est un sément, qui est un genre de glu. Et donc, elle va s'attacher très fortement à la peau. Et ça va permettre qu'elle reste attachée pendant au moins plus de 24 heures. Et en plus, la tique va produire de la salive qui contient des substances qui sont anesthésiantes, qui va faire que l'homme ne va pas se rendre compte que la tique est présente au niveau de la peau. Et donc, ça va permettre un temps d'attachement assez long de la tique qui va permettre la transmission des Borrelia. En plus, la salive va contenir des substances anti-inflammatoires et immunosuppressives, donc qui va aussi favoriser la transmission du pathogène. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'érythème migrant peut apparaître à tous les niveaux du corps parce que c'est dû à la dissémination des Borrelia dans le derme et que les tiques du genre Ixodes piquent à tous les niveaux du corps chez l'homme.
En ce qui concerne l'épidémiologie de l'érythème migrant, donc c'est la maladie de Lyme est une maladie qui est surveillée par le réseau Sentinelle en France depuis 2009. Et donc, sur le petit schéma que vous voyez sur la gauche de l'écran, on voit qu'en 2020, donc, l'incidence était estimée à 91 pour 100 000 habitants, avec 97,7% des cas de maladie de Lyme déclarés qui étaient des érythèmes migrants. On voit qu'il y a une tendance à l'augmentation des cas de borréliose qui peuvent être expliqués par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la médiatisation de la maladie de Lyme qui fait qu'on a une augmentation du diagnostic. Et ensuite, les modifications environnementales font que les habitats humains sont de plus en plus proches en fait, des tiques. On a des habitats qui sont assez proches maintenant des forêts. Et on a une augmentation des activités humaines en milieu extérieur qui fait que le contact entre les hommes et les tiques sont plus fréquents. Ce qu'on peut voir sur la carte que vous voyez à droite de l'écran, c'est que la distribution géographique est hétérogène en France et on a une incidence qui est plus élevée dans le centre de la France et dans l'est de la France. Donc, dans la région Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine au niveau du Limousin et dans la région Grand Est au niveau de l'Alsace et de la Lorraine. La définition de l'érythème migrant, en fait, ça correspond au stade cutané précoce, donc à la dissémination des borrélias, et donc ça commence au niveau du site de piqûre de la tique, et il faut une durée d'incubation de 3 à 30 jours. La forme classique est caractérisée par une macule rosée à rougeâtre qui a initialement une forme ovalaire qui fait plusieurs centimètres de diamètre et qui a une croissance centrifuge. Donc souvent, quand on voit les patients, la lésion fait souvent plus de 5 centimètres au diagnostic, sachant que la taille peut varier entre 5 et 70 centimètres. La médiane est souvent de 16 centimètres. La croissance est centrifuge et il faut savoir que la lésion peut prendre 2 à 3 centimètres par jour. Et en fait, le bord de la lésion correspond au front de progression des borrélias dans le derme. Ensuite, il y a l'apparition d'un éclaircissement central qui n'est, on va le voir tout à l'heure, pas obligatoire, et c'est une lésion qui est non prurigineuse. Ce qu'il faut savoir dans l'érythème migrant, c'est qu'il y a une saisonnalité. C'est une lésion qu'on voit surtout entre mars et octobre, ce qui correspond à la période en fait, d'activité des tiques, et sachant que la période d'incubation est souvent est courte, donc vraiment cette lésion se voit assez rarement en hiver. Elle peut être parfois associée à des symptômes généraux type syndrome pseudo-grippal, et sur le plan histologique, la lésion comporte un infiltrat de cellules inflammatoires hétérogènes et ce n'est pas spécifique. Est-ce qu'on a des tests diagnostiques qui peuvent nous aider dans le diagnostic d'érythème migrant? J'ai repris le schéma qui est présent dans les recommandations de la SPILF de 2019 sur la prise en charge de la maladie de Lyme. Et ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez ici, l'érythème migrant correspond bien à un stade précoce localisé qui apparaît quelques jours après la piqûre de tique, jusqu'à 30 jours. Et quand on regarde la sérologie, on voit que la sérologie, elle a plutôt tendance à se positiver après 6 semaines suite à la morsure de tique. Et donc, quand on reprend un petit peu la sensibilité de l'ELISA dans le stade d'érythème migrant, on voit que la sensibilité en IgG est de 36% et en IgM de 42%. Donc, on peut avoir des faux négatifs. La spécificité reste très bonne. Donc, on voit bien que la sérologie n'est pas recommandée au stade d'érythème migrant. On peut parfois faire des PCR sur biopsie cutanée quand on a vraiment un doute diagnostique, et la sensibilité, elle est à peu près de 70%, mais avec un intervalle de confiance qui est entre 35 et 81%. Donc, on voit bien qu'on n'est pas aidé par les tests diagnostiques qui restent non recommandés au stade d'érythème migrant. Le diagnostic est donc clinique. C'est important de connaître la clinique de l'érythème migrant. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques photos d'érythème migrant classique. Donc, vous voyez là sur ces photos, c'est une éruption donc, qui est annulaire, qui a une croissance donc, centrifuge, avec un éclaircissement central, et au niveau du site de la piqûre de tique, il peut persister une marque érythémateuse, et donc cette lésion a vraiment un aspect typique en cible. Et donc, vous voyez sur les différentes photos qui sont présentes sur cette diapositive que les lésions sont souvent étendues et font plus de 5 centimètres. Une autre forme clinique, c'est la forme annulaire avec croissance centrifuge et éclaircissement central qui sont présentes sur ces deux photos, sans donc ma marque au niveau du site de piqûre de la tique.
Et donc, il n'y a pas cet aspect en cime, mais cet aspect annulaire étendu sur plusieurs centimètres est aussi typique de l'érythème migrant. Sur cette diapositive, vous voyez l'évolution dans le temps, donc avec une lésion initialement qui est donc ovalaire, avec donc un bord un petit peu plus rouge, et donc sur la diapositive d'après, donc une extension centrifuge. Vous voyez que la lésion est plus étendue et il y a cet éclaircissement central, et elle réalise donc cet aspect typique en anneau. Sans traitement, l'évolution de ces érythèmes migrants est lentement favorable sur plusieurs semaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sous traitement, la lésion régresse en quelques jours. Donc, vous voyez sur ces lésions qui ont été prises en photo par le patient sur plusieurs jours, donc on voit l'évolution assez typique. Donc ça, c'est un érythème migrant au niveau d'un bras, avec donc une croissance centrifuge, avec une tendance ici à un éclaircissement central. Et donc, sous traitement, la lésion, vous voyez, en quelques jours, régresse complètement. Donc, il ne faut pas hésiter, on verra plus tard, à demander aux patients de prendre en photo ces lésions pour vérifier la bonne évolution sous traitement et l'évolution aussi même avant traitement. Là, c'est une lésion qui était aussi sur une jambe avec donc cet aspect annulaire typique avec une croissance centrifuge. On voit que la lésion là est un petit peu plus étendue. Et donc, l'évolution sous traitement aussi va vers la régression assez rapide en quelques jours. Donc là, vous voyez la comparaison avant traitement et après traitement en une semaine. On va voir maintenant les formes atypiques d'érythème migrant. Donc, on peut avoir un aspect type de macule rouge rosé, ovalaire, qui est aussi d'extension progressive, mais sans éclaircissement central. Une autre forme atypique, c'est celle d'une lésion, mais qui a plutôt une couleur bleutée, avec, vous voyez ici sur ces photos-là, donc un pourtour de la lésion un petit peu en anneau qui est plus érythémateux, inflammatoire, et une petite marque ici au point de piqûre. Et ce qu'on peut voir ici sur cette photo, c'est que la lésion est étendue sur plusieurs centimètres. Une autre forme atypique, donc c'est toujours ces lésions rouges bleutées, mais avec ici un début d'éclaircissement central sur cette lésion qui est localisée à l'arrière d'un genou et qui fait bien sûr aussi plusieurs centimètres de diamètre. Là, vous voyez ici des formes atypiques qui sont moins fréquentes, mais auxquelles on peut être confronté. Donc, ce sont un aspect avec des lésions hémorragiques, notamment au niveau du site de piqûres de la tique, mais avec toujours cet aspect aussi ovalaire érythémateux autour, là aussi au niveau des orteils. Et on peut aussi avoir des lésions plutôt vésiculeuses au niveau central, avec toujours cet aspect aussi en anneau autour. Et vous voyez ici donc une lésion qui est étendue sur plusieurs centimètres. Une autre forme atypique qu'on peut voir aussi de manière moins fréquente, c'est donc un aspect d'érythème. Donc là, on ne voit pas très bien parce que c'est sur peau noire, mais en fait, il y a un érythème assez étendu et avec un nodule central au niveau du site de piqûre de la tique. Et donc là, sur cette photo-là, on voit donc une lésion plutôt ovalaire, érythémateuse, avec un aspect de croûte centrale au niveau de la piqûre de tique. Une autre forme atypique qui est un petit peu plus fréquente, c'est l'érythème migrant multiple qui correspond en fait non pas à une forme localisée précoce, mais à une forme disséminée précoce. Et quand on a une dissémination précoce des Borrelia par voie hématogène qui vont ensuite se localiser à plusieurs endroits du derme, et ça donne des lésions multiples qui sont souvent annulaires et de taille plus petite, que vous pouvez voir ici sur ces différentes photos, donc avec ces lésions annulaires de taille moindre. Mais ça peut aussi avoir des lésions annulaires assez étendues, comme vous pouvez le voir sur ces différentes photos, où donc là, vous avez plusieurs lésions d'érythème migrant chez un même patient. Et là aussi, vous voyez, les lésions sont de taille assez étendue. Voilà pour les formes
atypique d'érythème migrant, on va reprendre maintenant tout ce qui n'est pas un érythème migrant et donc les diagnostics différentiels de l'érythème migrant. Donc, tout d'abord, la réaction inflammatoire cutanée qu'on peut avoir après une piqûre de tique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tique, pour pouvoir rester accrochée assez longtemps, donc, produit au niveau de sa salive des substances anesthésiantes et anti-inflammatoires qui vont faire que lorsqu'elle est accrochée, on n'aura pas de réaction inflammatoire au site de piqûre. Et dès que la tique va se retirer, donc il n'y aura plus de production de cette salive et donc on pourra avoir l'apparition donc de lésions érythémateuses qui sont dues donc à une inflammation ou même à une surinfection locale du fait des propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses et immunomodulatrices de la salive. Et donc, on peut avoir cette petite réaction ici qui apparaît donc quelques heures à quelques jours après le retrait de la tique, qui est par contre, elle, non extensive et qui est souvent douloureuse et prurigineuse. Il ne faut vraiment pas confondre cette lésion avec un érythème migrant. Un autre diagnostic différentiel, c'est le tinea corporis. Donc, c'est une infection fongique qui touche la peau galbe et donc qui se manifeste par une plaque érythémateuse qui est souvent prurigineuse et qui est aussi annulaire et qui peut être parfois confondue avec un érythème migrant. La croissance est centrifuge aussi pour cette lésion avec un aspect d'éclaircissement central. Mais un des aspects atypiques par rapport à un érythème migrant, c'est que souvent la bordure de la lésion est squameuse. Ces lésions sont favorisées par les environnements chauds et humides. Et à l'interrogatoire, il faut rechercher donc un contact étroit avec des personnes, des animaux ou des sols infectés qui sont souvent la source de contamination des patients. Et c'est des lésions qui sont traitées bien sûr par antifongiques et qui vont régresser sous traitement antifongique. Un autre diagnostic différentiel, c'est l'eczéma numulaire, donc qui normalement produit des lésions qui sont érythémateuses, squameuses, prurigineuses, donc en forme de pièces de monnaie. Elles font entre 2 et 10 cm. Elles sont souvent localisées sur la surface d'extension des mains, des bras et des jambes. Initialement, elle peut être unique, donc ça peut vraiment porter confusion avec un érythème migrant, sachant que les facteurs déclenchants de cet eczéma numulaire sont souvent donc des plaies, des piqûres d'insectes. Donc, c'est vrai que ça peut être déclenché aussi par une piqûre de tique ou des brûlures. Certains médicaments peuvent être mis en cause comme les anti-TNF. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la saisonnalité est différente de l'érythème migrant. C'est souvent des lésions qui apparaissent pendant les mois froids et secs. Et ce sont des lésions qui sont souvent associées à la dermatite atopique et à l'asthme. Un autre diagnostic différentiel, c'est l'érythème polymorphe avec des lésions qui peuvent être également en cocarde ou en cible et qui peuvent, lorsque cette lésion est unique au début de l'apparition de l'érythème polymorphe, être confondues avec un érythème migrant. Donc, ce qui différencie ces lésions-là de l'érythème migrant, c'est que ce sont souvent des lésions de petite taille et qu'on va avoir l'apparition en quelques jours à quelques semaines après la première lésion, de lésions multiples, souvent localisées sur les membres et qui peuvent avoir une extension après au niveau du tronc. Donc, l'érythème polymorphe va évoluer favorablement en quelques semaines et c'est souvent des lésions qui sont associées à des infections virales, notamment avec des herpès virus, Mycoplasma pneumoniae, et qui peuvent être secondaires aussi à des médicaments ou des vaccinations. Un autre diagnostic différentiel, c'est le pityriasis rosé de Gibert. Donc, c'est une maladie inflammatoire auto-limitée et qui se manifeste initialement par une plaque unique qui fait 2 à 10 cm, qui apparaît sur le tronc et qui peut avoir cet aspect aussi annulaire, comme vous le voyez ici sur cette lésion, qui peut être confondu aussi avec un érythème migrant. Et dans les semaines qui suivent, on va avoir l'apparition de lésions similaires qui vont être de plus petite taille, voilà, avec un bord squameux, ce qui est différent de l'érythème migrant, légèrement surélevé, et c'est des lésions qui sont souvent prurigineuses. Voilà, elles sont souvent secondaires à des infections virales ou à des prises de médicaments, et ce sont des lésions qui apparaissent surtout chez des femmes jeunes, âgées de 10 à 35 ans. Une autre dermatose qui peut être confondue avec un érythème migrant, c'est le granulome annulaire. C'est une granulomatose cutanée, qui est la granulomatose cutanée la plus fréquente. Ça touche surtout la femme jeune et la forme localisée la plus fréquente. Et c'est une dermatose qui est diagnostique souvent clinique avec des plaques groupées en anneaux qui sont de progression également aussi centrifuge,
Elles sont parfois prurigineuses et elles sont localisées au niveau du dos des mains, des pieds, des poignets, des chevilles et la face dorso-latérale des doigts. Donc, vous voyez ici que ça peut être confondu, notamment quand c'est au niveau des extrémités, avec un érythème migrant. Là aussi sur cette photo, avec une lésion plutôt annulaire qui est étendue. L'étiologie de cette dermatose est inconnue, mais plusieurs facteurs déclenchants sont rapportés dans la littérature, notamment les traumatismes et les piqûres d'insectes, certaines vaccinations et des infections virales. Enfin, un dernier diagnostic différentiel que je vais vous montrer là sur ces photos, et notamment quand on a des lésions d'érythème migrant qui n'ont pas d'éclaircissement central, c'est les dermohypodermites. Donc, vous savez que les dermohypodermites, c'est une infection cutanée aiguë qui touche le derme et l'hypoderme, qui sont surtout dues à des Streptococcus pyogenes, qui peut être aussi également dû à des Staphylococcus aureus. Les points qui peuvent le permettre de différencier par rapport à un érythème migrant, c'est que la dermohypodermite a souvent un début brutal avec des signes généraux et elle est caractérisée par un placard érythémateux qui est souvent chaud, douloureux, et à l'examen physique, on peut retrouver une adénopathie satellique ou une lymphangite. Donc là, ce sont 2 photos et je vous défie de savoir laquelle est un érythème migrant et laquelle est une dermohypodermite. Donc en fait, sur la gauche, c'est une lésion d'érythème migrant avec cet aspect vésiculeux qu'on a vu sur des photos précédemment, et à droite, c'est une dermohypodermite infectieuse. Voilà, donc on vient de voir sur toutes ces photos-là que c'est compliqué de faire le diagnostic quand même d'érythème migrant. C'est simple quand l'aspect est très typique, mais quand l'aspect est atypique, c'est vrai qu'on peut évoquer plusieurs diagnostics différentiels. Et comment est-ce qu'on peut avoir la démarche diagnostique la plus rigoureuse pour ne pas méconnaître un érythème migrant et ne pas surdiagnostiquer un érythème migrant? Tout d'abord, je pense qu'il faut interroger nos patients pour évaluer le risque d'exposition aux tiques, et notamment en leur demandant leur habitude de vie, s'ils habitent plutôt en zone rurale ou plutôt en zone de ville, les interroger sur leurs activités extérieures et bien savoir dans quelle zone géographique ils ont été piqués. On peut aussi s'aider de la saisonnalité de l'érythème migrant, et si on a une piqûre de tique qui est documentée, bien interroger le patient sur le temps d'attachement, savoir si la tique est restée attachée plus de 24 heures. Ensuite, sur la clinique, il faut bien demander au patient si la rougeur est apparue quelques jours après la piqûre, bien l'interroger sur le caractère extensif de la lésion, avec une croissance sur plusieurs jours, et bien mesurer la lésion quand on voit le patient, savoir si elle fait plus ou moins 5 centimètres. Et en cas de doute, il ne faut vraiment pas hésiter à mesurer la lésion et revoir le patient 48 à 72 heures plus tard pour suivre l'évolution. Je vous ai bien indiqué que la croissance peut être rapide en quelques jours, 2 à 3 centimètres par jour. Et donc, avec tous les outils maintenant qu'on a, il ne faut pas hésiter non plus à demander au patient de prendre en photo ses lésions pour voir l'évolution sur quelques jours. Et donc, en perspective, je voulais juste vous montrer qu'il y a des choses qui sont en cours de développement, et notamment ce projet sur le développement d'une application d'identification des érythèmes migrants à partir de photographies, et dont l'objectif serait de pouvoir prendre en photo en fait la lésion d'érythème migrant et de demander à l'intelligence artificielle d'analyser cette lésion et nous calculer un score de probabilité d'érythème migrant en fonction de cette lésion-là, et après de rendre un score au patient et de lui demander de consulter si le score est élevé. Voilà, donc peut-être l'avenir, ça sera ça, la prise en photo des érythèmes migrants, et ce sera l'intelligence artificielle qui nous permettra de classer un petit peu les lésions. Voilà, donc pour en savoir plus, je vous ai laissé sur cette dernière diapositive quelques références. Et voilà, donc je suis disponible si vous avez des questions. Voilà, il ne faut pas hésiter. Hop, voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle présentation avec une iconographie très riche. Alors, on a une première question sur le fil de discussion. Est-ce que les formes atypiques sont plus fréquentes dans certaines populations? Alors, il était noté obésité adulte ou en fonction du sexe. Alors, je n'ai pas de notion qui est de terrain particulier pour les formes atypiques, du coup. Ok, effectivement. Moi, j'avais aussi peut-être deux
2 questions, puisque pour le moment, il n'y en a pas d'autres sur le fil de discussion. Tu parlais des symptômes généraux, associés à l'érythème migrant. C'est vrai que nous, alors en centre de compétences ou de référence, on a, des patients qui viennent nous chercher par rapport à ça. Est-ce que c'est fréquent et qu'est-ce qu'il faut dire aux patients par rapport à ces symptômes généraux? Alors, pour moi, c'est pas très fréquent. On voit plutôt dans les érythèmes migrants avec une dissémination, dans les érythèmes migrants multiples, du coup, avec une dissémination précoce. Voilà. Alors après, les symptômes généraux souvent disparaissent avec le traitement. Voilà, il y a peu de patients qui gardent des symptômes généraux après. Après, voilà, il y a pas mal de choses sur tout ce qui est anxiété aussi après que peuvent ressentir les patients. Donc, la consultation médicale est importante. Et puis, s'il y a des symptômes qui persistent, il ne faut pas hésiter, nous, à nous les adresser. Voilà. Et si vraiment il y a des symptômes particuliers, on pourra chercher d'autres choses après, du coup. OK, merci. Dans les questions, on a également: est-ce qu'il y a un intérêt de garder la tique? Et est-ce que l'érythème migrant est toujours situé sur le point de morsure ou ça peut être, un peu à distance? Alors, on peut, envoyer des tiques, du coup, en analyse. Donc oui, on peut garder la tique et puis comme ça nous permet, nous, de voir quel type de tique, a piqué, le patient. Après, il y a donc, 6 tiques. Alors je ne sais pas, Solène, tu pourras peut-être compléter, mais on peut envoyer des tiques en analyse. Alors, je ne sais pas si c'est partout en France ou pas. J'étais Ouais, alors effectivement, CITIC, c'est un programme de recherche collaborative où les patients, enfin participative, où les gens peuvent envoyer leur tic dans un petit mouchoir, envoyer à CITIC et faire la déclaration de leur piqûre. Par contre, ils ne reçoivent pas le résultat. C'est vraiment de la recherche fondamentale et il n'y a pas de résultat individuel qui fait retour au patient, ni sur l'espèce de tic, ni sur les agents pathogènes qui pouvaient être présents dans la tic. Voilà, donc c'est vrai qu'en routine, on ne cherche pas les agents pathogènes qui sont présents dans les tiques parce que, on le verra après, mais voilà, on n'est pas obligé d'attraper une borrelia, par la morsure, notamment par les caractéristiques que je vous ai dit de la morsure, voilà, enfin de la piqûre. Tous les gens il n'y a pas forcément une transmission des pathogènes, même s'ils sont présents dans la tique. Voilà. Et pour ce qui est de l'érythème migrant, c'est vraiment une forme localisée précoce, donc c'est toujours au niveau du site de piqûre de tique. C'est vraiment simplement dans les érythèmes migrants multiples, on va pouvoir avoir une dissémination à distance du site de morsure de tique, mais normalement, l'érythème migrant classique, localisé, il apparaît au site de piqûre de la tique. OK, merci beaucoup. Alors, une autre question sur, est-ce que le mode de retrait de la tique influence le risque de transmission de la bactérie? Alors, oui, il faut retirer correctement, la tique, notamment pour éviter d'avoir cette transmission de salive. Donc, il faut bien la détacher du coup, avec le tire-tique. Je crois que Pierre va en parler, rapidement pendant sa présentation après, mais il faut vraiment pas casser la tique en fait quand on va la retirer, pour éviter qu'il y ait une transmission de salive en fait lors du retrait de la tique. Et alors là, il y a une question où je pense que tu vas, nous remettre sur le droit chemin parce que c'est: est-ce que vous confirmez que l'érythème migrant est présent dans 97,7 des cas? Et je suis pas sûre que c'était, le sens Non, de ce pourcentage. c'était pas du tout le sens de ce pourcentage. En fait, l'érythème, enfin la maladie de Lyme est surveillée en France et notamment par le réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins généralistes. Et en fait, ils déclarent toutes les maladies de Lyme qu'ils voient. Et donc, les formes cliniques de maladie de Lyme vues en médecine générale par ce réseau Sentinelle, dans 97,7 des cas, ce sont des érythèmes migrants. C'est vraiment la forme typique la plus fréquente vue en médecine générale, du coup. Et du coup, est-ce que pour compléter cette question, tu dirais que, dans une maladie de Lyme, on retrouve l'érythème migrant, tu as une notion du pourcentage, de cas? Enfin, de pourcentage, de présence de l'érythème migrant dans une maladie de Lyme, on va dire, bah, non stade précoce, localisé, quoi? Après, je n'ai pas de pourcentage comme ça, en tête. C'est vrai que, souvent, les gens, qui nous sont adressés plutôt à des stades, plus tardifs, souvent, on retrouve pas forcément de Mmh. notion d'érythème migrant parce que, quand, l'érythème migrant est bien diagnostiqué et vu, souvent, avec un traitement antibiotique bien conduit, voilà, ça permet de traiter et de ne pas avoir d'évolution vers les formes tardives, en fait.
Oui, effectivement, je crois que dans certaines études de NeuroLyme, c'est dans moins de 50% des cas où l'érythème migrant est rapporté par le patient. Merci. Ensuite, une question sur est-ce que l'érythème migrant a un aspect différent ou l'évolution est différente si le patient prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou s'il est immunodéprimé? Est-ce que c'est influencé par l'immunodépression? Alors, la transmission des borrélias peut-être a influencé, mais je pense que l'évolution de l'érythème migrant n'est pas influencée par la prise d'anti-inflammatoires ou de traitement, enfin d'immunodépression, du coup. Ok, merci. Ouais. Et une dernière question sur le chat, c'est faut-il mettre une anti... Ah bah c'est peut-être plutôt pour Ça va être pour Pierre, pour oui, Pierre plutôt. Tadevin sur la place de l'antibioprophylaxie, ça va être discuté ensuite, voilà, y compris selon les terrains. Et il me semble ah oui, bah, ça va être discuté dans la présentation suivante, donc je ne vais pas la recenser. Moi, j'en avais une autre. Tu as présenté des lésions érythémateuses à centre un peu croûteux, comme on peut voir dans les rickettsioses. Est-ce que dans les articles dans lesquels tu as retrouvé ça, ils avaient recherché les rickettsioses? Parce que c'est vrai qu'on ça aurait pu être évocateur de cette infection-là, qui peut être parfois aussi être transmise par les tiques. Oui, et donc il y avait une recherche de rickettsiose, c'était pas une rickettsiose, c'était vraiment D'accord. une borréliose, et c'était pas l'aspect, enfin ça faisait pas escar, enfin escar, enfin ça n'avait pas évolué comme un escar comme dans la plupart des rickettsioses du coup. Ok, merci beaucoup Sophie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a fait le tour des questions sur le chat. Pierre, peut-être tu as une question ou bien on va passer à la présentation suivante. Moi, j'avais une question, mais j'ai profité du chat pour la poser. J'ai eu ma réponse, donc c'est bon pour Super. moi. Eh ben, on va te laisser la parole dans ce cas-là, Pierre, pour la seconde partie, donc le traitement des formes précoces de